Moi, à titre personnel, dans ma ville, on a eu plusieurs exemples de mobilisation comme ça et je voulais insister sur ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir la mobilisation. Lorsqu'elle prend une ampleur suffisante, rien ne peut empêcher à ce qu'on aboutisse au maintien des droits, au maintien des jeunes dans leur scolarisation, dans leur lycée et à l'université. On a, pour mémoire, dans une ville de 50 000 habitants, réussi à irriguer tous les villages autour et à obtenir plus de 10 000 signatures pour la régularisation des jeunes. Ce qui montre une chose simple, c'est quand on nous dit que la population n'est pas prête à comprendre ça, on se trompe. Et à partir du moment où il y a un soutien populaire, je pense qu'il faut que la loi traduise dans les faits et donne enfin aux droits de l'homme toute leur signification dans notre pays. Une autre chose, c'est qu'on ne peut pas couper nos combats en morceaux. Et bien évident, vous le savez, pour ce qui nous concerne, notre confédération est bien sûr impliquée dans tout le travail pour la régularisation des jeunes lycéens, mais également pour celle de tous les salariés. Je veux rendre hommage aussi à tous les militants du quotidien, invisibles, qui obtiennent parfois de manière significative des régularisations et qui permettent ainsi à des familles entières, parce qu'on n'oublie jamais qu'un jeune, rarement, même si ça arrive, il est rarement seul ici. Il est souvent accompagné et il convient de traiter la situation dans leur ensemble, celle des salariés qui travaillent et qui doivent bénéficier d'une régularisation et celle des jeunes qui doivent pouvoir poursuivre leur étude. Je crois que c'est tous ces combats qui doivent converger, qui doivent permettre que la République et que ce gouvernement, de manière extrêmement urgente, parce que les situations qu'on vient de décrire, même si on obtient parfois des satisfactions, je pense qu'il faut qu'on ait un outil législatif qui protège les citoyens, qui protège les jeunes. C'est une richesse pour la France, c'est la richesse de demain. Les personnes que les associations, les syndicats de lycéens, d'étudiants, la Fidèle, l'UNL, Sud, la CGT, tous ceux qui sont présents, eh bien tous ces soutiens doivent continuer à se mobiliser. Je voulais les saluer parce que c'est grâce à leur action et grâce à celle aussi des camarades de ceux qui sont expulsés que cette question peut effectivement arriver jusqu'aux élus pour qu'au sein de leur organisation et au sein de leur représentation parlementaire, la question de la modification de la législation soit changée. Dans la joie, je ne sais pas, mais en tout cas, dans le combat, j'en suis persuadé. C'est la raison pour laquelle, de la même manière que nous avions en 2004 et 2006 les élus de cette ville de Paris qui n'ont pas changé, eux, de majorité, puisque c'est toujours une majorité de gauche, il faut que ces élus de gauche aident leur gouvernement, s'il est encore de gauche, à prendre des décisions de gauche. Et que tous les maires d'arrondissement qui se revendiquent de gauche se proposent d'accueillir symboliquement des parrainages de ces jeunes lycéens majeurs expulsables. Parce que si, comme cela a été dit tout à l'heure, grâce aux mobilisations, je l'ai dit, dans les lycées, dans les syndicats, etc., ces jeunes sont sortis des centres de rétention dans lesquels on les avait enfermés, leur situation n'est pas régularisée pour autant. Ils sont toujours soumis au même arbitraire. Et donc, il faut que ces jeunes soient protégés symboliquement par la République, par les élus de base de la République, qui se revendiquent vouloir être des forces de progrès et de changement, mais de changement dans le cadre des valeurs des droits de l'homme et des citoyens, de cette déclaration universelle. Eh bien, nous serions légitimes à demander ces organisations de parrainage, si vous le souhaitez. Je suis très honoré d'être votre invité.
ne peux pas m'empêcher de voir une espèce de symbole dans le fait que nous nous réunissons en face de la Sorbonne. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé qui était le bonhomme sur cette statue. Alors je lui ai dit, c'est Auguste Comte, évidemment. Bon, c'est pas évident pour tout le monde, mais moi qui ai enseigné pendant des années et des années, même des décennies dans le bâtiment d'en face, évidemment, je connais ce bonhomme. Bon, et je trouve qu'il y a quelque chose, en effet, de symbolique, de significatif dans le fait que ces réunions, ces manifestations, ces démonstrations que vous organisez tous les samedis prennent place en face du plus vieux, du plus prestigieux, du plus célèbre des établissements d'enseignement de ce pays. Ça donne un surcroît de sens au mot éducation qui figure dans le nom même du réseau Éducation sans frontières, même si, bien entendu, mais il faudrait vérifier, très peu de jeunes sans-papiers accèdent, il doit y en avoir quelques-uns quand même, j'espère, mais enfin ceux qui ont été régularisés peut-être, accèdent aux études supérieures qui sont dispensées dans cet établissement et qui, en principe, au moins, s'adressent non seulement à toute la nation, mais à toute la jeunesse présente sur le sol de France. Bon. Alors ce que je voudrais dire ici, c'est très simple et ça ne va pas durer longtemps, c'est ma reconnaissance, comme celle de beaucoup d'autres citoyens de ce pays, et pas seulement des enseignants, c'est mon admiration pour l'action qui est menée par le réseau Éducation sans frontières. En me demandant comment j'allais essayer de résumer les choses, j'ai trouvé la formule qui m'est venue à l'esprit, ce que nous devons au réseau Éducation sans frontières. Pourquoi est-ce que cette formule m'est venue à l'esprit? Parce qu'il y a de ça maintenant longtemps, c'était en 1997, j'avais participé à un rassemblement autour des sans-papiers, en partie régularisés, en partie non malheureusement, de l'église Saint-Bernard. Et à l'époque, j'avais rédigé un petit texte qui a été cité de temps en temps pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, qui s'intitulait justement « Ce que nous devons aux sans-papiers, nous, citoyens de ce pays ». Et je voudrais au fond prolonger ce que j'avais dit à cette époque-là, sans l'annuler bien entendu, au contraire, en le réactualisant. J'avais dit nous devons trois choses aux sans-papiers. Premièrement, nous leur devons d'avoir percé le mur de la communication. Et Dieu sait que ce mur est épais, qu'il est difficile de le franchir, tellement il est consolidé, tellement il est renforcé, tellement il est soigneusement organisé par, disons, l'ordre établi, c'est-à-dire à la fois, bien entendu, les administrations, mais aussi, dans une certaine mesure, la presse, sauf si on la pousse, et ce qu'on a l'habitude d'appeler l'opinion publique. Et ce qui fait que les sans-papiers ne sont pas seulement sans-papiers, mais qui sont aussi sans visage, qui sont aussi sans histoire, sauf pour eux-mêmes, bien sûr. Et pour que leur cause, la justice de leur cause soit perçue et produise la solidarité à laquelle elle a droit, il faut percer ce mur. Bon. Et alors comment est-ce qu'on le perce? On le perce justement en se montrant. C'est pour ça que tout à l'heure, en entendant notre camarade qui prenait la parole, la première, dire « Ayez le courage de vous montrer parce que vous êtes soutenus », je me suis dit on est en plein dans cette problématique qui est le premier pas et d'une certaine façon la condition même de l'action politique. Ensuite j'avais dit ce que nous devons aux sans-papiers, c'est par leur action, qui est une action essentiellement pacifique, qui est une action d'information et de revendication de droits, d'avoir fait éclater en pleine lumière l'imposture du discours qui est tenu par les gouvernements successifs. Et il faut bien reconnaître que le gouvernement actuel, de ce point de vue, quelles qu'aient été les intentions proclamées à l'origine, est exactement comme les précédents, si ce n'est pire sur certains points. Cette imposture, c'est de vouloir jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire d'un côté, nous sommes des gens responsables, nous sommes des hommes politiques réalistes, nous voulons gérer au mieux les flux de migration, d'entrée et de sortie du territoire dans le cadre européen, etc. etc. Et puis de l'autre, naturellement, nous sommes sensibles à la demande de sécurité, de protection de l'identité nationale, etc., qui émanerait, soi-disant, de la masse ou de la majorité de la population.
d'éducation. Alors comme ça, on joue sur les deux tableaux. Bon, or en réalité, ce que nous voyons, et les exemples qui viennent d'être donnés le montrent à nouveau, comme déjà à l'époque, c'est que la condition de sans-papier, c'est-à-dire la condition d'illégalité, est une condition qui est fabriquée. C'est une condition qui est fabriquée par les gouvernements eux-mêmes. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème, naturellement, de circulation à travers les frontières, mais il n'y a aucune nécessité à ce que les problèmes soient aggravés comme ils le sont, et à ce que se trouvent créées des situations, comme on dit, insolubles. C'est des situations de sans-droit dans lesquelles, par exemple, les individus, des jeunes gens, des enfants, des familles ne peuvent ni être expulsés, ni rester sur le territoire français, où se trouvent divisés en contradiction absolue avec les principes des droits de l'homme dont se réclame la République. Tout ça est le résultat d'une fabrication. Cette fabrication est le résultat d'une manipulation du droit, naturellement, et on le voit aussi dans les exemples qui nous ont été donnés, du fait que les gouvernements, la police, l'administration, le discrétionnaire, comme on dit, après avoir édicté des règles de droit qui sont déjà abusives, trouvent ensuite le moyen de ne pas les respecter eux-mêmes ou de les transgresser en permanence. Et c'est ça que l'action des sans-papiers, mais aussi celle de Réseau Éducation sans frontières, fait voir. Et c'est de nature, en principe au moins, à mobiliser les citoyens. Et enfin, j'avais dit, et je vais essayer de le prolonger ici d'une simple remarque, à propos de Réseau Éducation sans frontières, que l'action des sans-papiers avait permis de recréer de la citoyenneté active dans ce pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de citoyens, mais ça veut dire que les citoyens sont le plus souvent réduits à l'obéissance, à la passivité, ou ont du mal à faire entendre leur voix au nom des droits de l'homme. Bon. Donc les sans-papiers, et en l'occurrence les jeunes sans-papiers, ont offert en quelque sorte à des citoyens français mobilisés pour des raisons morales, pour des raisons politiques, pour des raisons démocratiques, la possibilité de se comporter en citoyen. Et naturellement, une organisation comme Réseau Éducation sans frontières, et je crois que c'est très important qu'elle s'appelle Réseau, c'est-à-dire c'est pas un parti, c'est une chaîne de solidarité, c'est une chaîne d'action de résistance. On se prévient quand il y a un cas sur lequel il faut intervenir, qui couvre à la fois justement des Français et des étrangers, des gens de plusieurs générations. Je trouve ça aussi très important, c'est formidable l'initiative des jeunes lycéens. Chaque fois qu'un cas se présente, on a médiatisé Leonarda, mais il y a d'autres cas du même genre. Tout ça, c'est de la citoyenneté, non seulement virtuelle, mais en acte. Bon. Et pour tout ça, parmi d'autres initiatives, bien entendu, mais au premier rang, me semble-t-il, par son obstination, par sa continuité, il faut dire merci au Réseau Éducation sans frontières, bravo, courage, continuons, et espérons que vous recueillerez toute l'aide à laquelle vous avez droit et dont vous avez besoin.